Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette session d'information sur E-Télé. Démarrage ce lundi 1er février 2021 de l'enregistrement des déclarations de candidature des potentiels candidats à la présidentielle de 2021. À suivre en début d'édition le message du président de la Sénat, Emmanuel Tiando, à l'endroit des concitoyens. Présentation ce vendredi au public du concept Fierté 229, un modèle prôné par les membres de l'Observatoire de la jeunesse pour le développement et la citoyenneté. Les détails sont à suivre. Et puis dans une province de l'ouest de la Chine, un site funéraire qui remonte entre les 6e et 7e siècles fournit de nouvelles indications sur l'histoire ancienne de cette région. Les détails avec nos confrères de CCTV+. Vous nous préférez pour vous informer, merci. Demain, lundi 1er février 2021, démarre l'enregistrement des déclarations de candidature des concitoyens désireux de prendre part à la présidentielle d'avril 2021. En prélude au démarrage, le président de la Sénat a tenu rappeler aux potentiels candidats les dispositions liées à l'opération. Je vous invite à suivre la quintessence de son message. Il est au micro de Stélia Padonou et Edouard Capo. Du 1er au 4 février 2021, tous les candidats potentiels ou leurs représentants sont invités au siège de la Sénat à venir accomplir cette obligation légale prévue par notre code électoral. Il me paraît indispensable de rappeler à nos compatriotes, aux acteurs politiques et singulièrement aux potentiels candidats que l'organisation de la prochaine élection présidentielle est régie par un nouveau cadre juridique, notamment les dispositions de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 modifiant la loi numéro 90-32 du 11 décembre portant constitution de la République du Bénin d'une part et d'autre part celle de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Ainsi, au terme de ces lois, outre les pièces habituellement requises dans les déclarations de candidature, une des exigences de ces nouvelles lois évoquées a trait à l'institution pour toute candidature d'un duo de président et de vice-président, ainsi que l'obligation faite à chaque duo de candidats d'être parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires, soit au moins 16 élus par duo de candidats. À cet effet, et conformément à la loi, la Sénat a élaboré et délivré à chacun des 159 députés et maires un formulaire uninominal et sécurisé de parrainage à charge pour eux de le remettre aux candidats de leur choix en toute liberté et en toute confidentialité. La transparence d'une élection commence déjà au niveau de l'enregistrement des candidatures. C'est pourquoi je voudrais rassurer les candidats et leurs sympathisants, ainsi que l'ensemble du peuple béninois, que nous avons pris toutes les dispositions idoines pour que ces opérations d'enregistrement des déclarations de candidature
se déroule en toute transparence. Je demande aux différents candidats de ne pas attendre, comme à l'accoutumée, le dernier jour ni le dernier moment pour se présenter à la Sénat. Les sages de Porto Novo se sont réunis ce samedi et pendant plusieurs heures, ils ont passé en revue le programme d'action du gouvernement. Les échanges ont eu lieu en présence du ministre Dona Jean-Claude Oussou. Reportage. Les réalisations du programme d'action du gouvernement impressionnent les sages de Porto Novo qui se sont réunis pour rappeler à l'opinion publique les impacts des performances de la rupture sur le quotidien du citoyen, mais aussi et surtout sur le développement du Bénin. Toutes nos excuses pour cet élément. Présentation ce vendredi au public du concept Fierté 229, un modèle prôné par les jeunes de l'Observatoire de la jeunesse pour le développement et la citoyenneté. Objectif, rendre la jeunesse plus active à travers les valeurs morales et éthiques. Suivons ensemble le reportage de Mathieu Bocan. Ils sont majoritairement des jeunes issus de l'Observatoire de la jeunesse pour le développement et la citoyenneté. Ils se sont réunis pour présenter au public un concept fort simple mais porteur de sens. La sortie de l'OJDC a pour but de présenter le concept Fierté 229. Elle voudrait prendre socle sur la jeunesse. Elle s'inspire des acquis de l'action de l'exécutif en cours. Oui, soyons fiers d'être béninois et affirmons-la. L'objectif en réalité est de booster le moral de la jeunesse, leader d'opinion pour en faire des rôles modèles disposés à cerner les changements dans toutes les dimensions politiques, sociales, économiques depuis 2016. Que les réformes ont induit des changements qualitatifs dans le comportement des citoyens béninois avec pour corollaire plus d'entrain au respect du bien public, une conscience professionnelle plus accrue, le goût de l'effort, le sacrifice national et l'éveil d'une culture de citoyenneté. Depuis environ 5 ans, le Bénin a changé de visage. Les jeunes sont donc devenus les vrais acteurs de la transformation sociale au sein de leur communauté. Il s'agit en fait de ce que la mise en œuvre diligente des réformes ont apporté des modifications significatives dans le comportement des Béninois. Et à l'analyse de ces faits, nous nous sommes rendus compte que depuis 2016, plus nous abordons la mandature, au départ sceptique quant aux options, le Béninois lambda a commencé par apprécier, adopter la politique qui était mise en œuvre et aujourd'hui à s'assimiler à ce qui se fait. Autrement dit, reste dans une symbiose avec l'action de la gouvernance. Une belle initiative, très saluée. En tant que citoyen d'abord, jeune citoyen de la République, et dans notre contexte actuel, je dois les remercier parce que c'est un concept qui a besoin vraiment d'être mis en valeur. Faire partager ce sentiment est très important. C'est en cela que je voudrais remercier les responsables de cet observatoire qui ont bien voulu partager ce concept avec la jeunesse du littoral. Fierté 229, un nouveau concept lancé par ces hommes et femmes pour rendre la jeunesse et la citoyenneté plus actives à travers les valeurs morales et éthiques. Un nouveau-né dans l'arène des mouvements politiques du Bénin. Les fausses nouvelles pour la continuité de la rupture ont été portées sur les fonds baptismaux ce samedi 30 janvier 2021 à Parakou. C'est à l'issue de l'Assemblée générale constitutive qui a par ailleurs, par la même occasion, consacré l'ancien maire de Parakou, Souradio Karimou, président du nouveau mouvement politique. Le commentaire de Léon Batanwero sur les images de Maké Kapo. Hommes et femmes, acteurs politiques, cadres, jeunes, venus des 27 communes des départements du Borgou, de la Liborie, de la Takora et de la Donga, se donnent la main pour un combat commun, enraciner la gouvernance actuelle. Il a fallu du temps et de l'objectivité pour que le peuple comprenne les implications du mot rupture.
et les qualités que doit requérir le leader charismatique, qui porte ce programme républicain, audacieux, à la fois structurel pour nos institutions que réformateur pour notre modèle de développement. Convaincus des mérites des actions et réformes connues depuis l'avènement de la rupture, ils s'engagent tous à œuvrer pour sa pérennisation. Le mouvement des forces nouvelles pour la continuité de la rupture aspire légitimement à contribuer de manière significative à l'animation de la vie politique nationale, à l'enracinement de la démocratie, des libertés, de la bonne gouvernance et de la renaissance du Bénin. Il travaillera aux côtés des autres mouvements, associations, personnalités et partis politiques pour atteindre ces objectifs. Le comité préparatoire avait déjà élaboré les thèses qui vont régir le mouvement pour les 4 prochaines années et mis à la disposition des congressistes. Chers participants, si nous sommes d'accord d'adopter le statut, ceci se fera par acclamation et très fort. Par acclamation donc, les statuts et règlements intérieurs ont été adoptés. Le bureau des forces nouvelles pour la continuité de la rupture est adopté par consensus et présenté aux congressistes. C'est un bureau de 29 membres pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, présidé par l'ancien maire de Parakou, Surajou Karimou. Permettez-moi de remercier très sincèrement les membres participant à cette Assemblée générale constitutive qui ont placé leur confiance en nous pour nous confier les destinées de ce nouveau joyau, les forces nouvelles pour la continuité de la rupture. Après les remerciements, un engagement à vite se mettre à la tâche, mais aussi l'exhortation à une unité d'action. Il faut qu'on se donne la main, qu'on travaille de façon participative. Dans nos différentes communes, on va travailler ensemble, main dans la main, fouiller partout. Le journal se poursuit et nous allons maintenant au-delà de nos frontières. En Chine, dans l'une des provinces de l'Ouest, un site funéraire qui remonte entre les 6e et 7e siècles fournit de nouvelles indications sur l'histoire ancienne de cette région. Les archéologues ont creusé intensivement le site pendant 3 ans, ce qui leur a permis d'identifier le principal occupant comme dirigeant local de l'histoire antique du Tibet. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de la CCTV+. Les archéologues ont creusé intensivement l'ancien site funéraire pendant 3 ans et ce qu'ils y ont trouvé a permis d'identifier le principal occupant comme étant un dirigeant local de l'histoire ancienne du Tibet. Ils avaient découvert un indice crucial sur son identité l'année dernière alors que l'excavation touchait à sa fin. Il s'agit d'un sceau en argent qui porte une inscription dans l'ancienne langue tibétaine. Han Jianhua, un archéologue de l'Académie chinoise des sciences sociales, explique que les experts avaient pris plusieurs facteurs en compte lorsqu'ils ont procédé à l'identification et à la datation de la construction de la tombe. Tout d'abord, les chercheurs plaçaient le site funéraire quelque part au milieu du 8e siècle. Puis un rouleau écrit incomplet de Dunhuang, dans lequel le roi Xia est mentionné, a permis de rétrécir le champ de recherche. Les annales indiquent aussi que ce monarque particulier s'était marié à une princesse locale. Et l'âge des restes humains dans la chambre funéraire indique qu'il pourrait appartenir au fils du couple royal. Le sceau indique que son propriétaire est le neveu du seigneur qui régnait sur le Tibet il y a environ 1300 ans. Selon les rapports historiques, le royaume du roi Xia a été établi par des immigrants dont le dirigeant avait prêté allégeance au seigneur tibétain via des alliances maritales. Le royaume est connu dans les annales officielles sous le nom de Tuguhun. Son existence légendaire était nimbée de mystères depuis des siècles. On pense que Tuguhun était le nom personnel d'un chef qui, au IVe siècle, a amené directement son peuple du nord-est de la Chine dans ce qui est à présent le plateau Tsinghai-Tibet. Restons en Chine. Fondé en 1929, le musée de l'histoire naturelle de Zhejiang possède de son site principal à Yangzhou
ainsi qu'une nouvelle branche à Andi. Il s'agit d'une attraction populaire pour les visiteurs, en particulier les écoliers durant les vacances d'hiver. Reportage. Le musée d'histoire naturelle du Zhejiang est situé dans la capitale provinciale de Hangzhou. Il s'agit de l'un des plus grands musées d'Asie. Riche d'une collection de plus de 200 000 spécimens, il couvre la géologie, l'écologie et la paléontologie. Et le musée vient d'ouvrir une nouvelle branche à Anqi, dans le nord de la province. Là, les visiteurs peuvent participer à 6 expositions thématiques, de même qu'apprécier la technologie en réalité virtuelle et d'autres activités recourant à la haute technologie. Il dispose de 105 appareils multimédia, aidant les visiteurs à amener l'environnement et les créatures d'antan à la vie. Au musée d'histoire naturelle d'Anji, les visiteurs peuvent observer des vieilles pierres et des couches terrestres, alors que le Zhejiang est un site de découverte de l'ère Crétacé. Et dans notre pavillon aux dinosaures, il existe une grande variété de fossiles de dinosaures et de modèles ramenés à taille réelle. Durant ces vacances d'hiver, le musée offre aux enfants de nombreuses activités. Diverses classes sont disponibles ayant pour sujet les dinosaures, les plantes préhistoriques et les animaux marins. En s'impliquant, les enfants obtiennent des connaissances de base sur la protection de l'environnement et l'importance de l'équilibre écologique. Nous encourageons davantage d'enfants à venir. Ils peuvent également venir avec leurs parents et explorer ensemble nos expositions. Et les enfants peuvent enregistrer l'introduction de chaque exposition en scannant un QR code. Et nous avons un grand événement avec les animaux au cours duquel nos employés jouent avec toutes sortes d'animaux. Pour faire face à la pandémie de coronavirus, le nombre de visiteurs au musée est limité et les réservations doivent se faire en ligne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre chaîne de télévision E-Télé. E-Télé que vous pourrez suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebénin.com ou sur YouTube et Facebook E-Télé Bénin, tout simplement.